Ils se levèrent tous à l'unisson, comme s'ils avaient répété ce moment depuis des semaines. Peut-être que oui. 23 membres de mon équipe des opérations internationales se tenaient silencieusement derrière Alton, notre directeur principal, resté assis face aux membres du conseil d'administration. Nous n'avons plus confiance en la direction de Zoya, annonça Alton, sa voix portant une autorité qu'il n'avait aucun droit de revendiquer. L'approche de standardisation qu'elle met en place détruit les relations clients que nous avons mis des années à construire sur nos marchés mondiaux. Ma présentation à l'écran, montrant des indicateurs en amélioration sur 3 continents, semblait soudain sans importance, alors que tous les regards passaient de mon équipe debout à moi. Rien de personnel, poursuivit Alton, bien que le léger sourire au coin de sa bouche trahisse sa satisfaction. Nous avons tenté de soutenir ces initiatives, mais les bureaux régionaux sont en révolte ouverte. Nous avons déjà perdu Brightway et Universal. Meridian menace de partir. Nous imposons des solutions occidentales à des marchés qui fonctionnent différemment. Le président Weiss ôta ses lunettes et se frotta l'arête du nez. C'est très inhabituel, Alton. Les temps inhabituels exigent des mesures inhabituelles, répliqua Teil. Nous avons estimé que le Conseil devait entendre directement ceux qui sont au plus près de nos partenaires mondiaux. Autour de la salle, mes collègues commencèrent à formuler des inquiétudes parfaitement répétées, le bureau de Singapour signale 40% d'insatisfaction client avec les nouvelles procédures. Nos partenaires brésiliens menacent de rompre le contrat. L'approche standardisée ignore totalement les considérations culturelles des marchés émergents. Leurs plaintes créèrent un murmure dans l'assemblée. 6 mois de travail réduits à néant en quelques minutes par une embuscade coordonnée. Zoya, finit par dire le président Weiss en se tournant vers moi, le visage impassible. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Je restais assise, les mains posées bien à plat sur la table polie. 23 perdieux m'observaient, certains avec triomphe, d'autres avec pitié, quelques-uns incapables de soutenir mon regard. En réalité, répondis-je d'une voix calme malgré l'exécution publique de ma réputation professionnelle, je m'y attendais. Monsieur le président Weiss, voudriez-vous ouvrir l'enveloppe scellée que je vous ai remise ce matin? La posture confiante d'Alton vacilla légèrement. Le président prit une enveloppe épaisse dans son porte-document. Celle-ci? Je hochai la tête. Tout ce que le Conseil doit savoir s'y trouve. Avant de poursuivre, merci d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. Si elle vous plaît jusqu'ici, pensez à cliquer sur j'aime, cela aide d'autres personnes à découvrir ces récits de revanche en entreprise. Et pour ne rien manquer des prochains, abonnez-vous à la chaîne. Revenons maintenant dans cette salle du Conseil où mon département venait d'orchestrer sa rébellion. Je m'appelle Zoya Ayad. À 34 ans, j'étais la plus jeune cadre jamais nommée à la tête des opérations internationales de notre multinationale. Mon parcours n'était pas typique pour un poste de ce niveau, j'ai grandi dans un petit appartement au-dessus de l'épicerie de mes parents, j'ai étudié grâce à des bourses et bâti ma réputation en résolvant des problèmes opérationnels complexes dans des entreprises que d'autres avaient abandonnées. Je me suis spécialisé dans la standardisation des systèmes incohérents, créant de l'ordre à partir du chaos. C'est ce qui m'a valu la reconnaissance du secteur et, finalement, ce poste. Le Conseil m'avait engagé avec un mandat clair, unifier nos divisions mondiales après la perte de 3 clients multinationaux incapables de gérer nos processus régionaux incohérents. Ce que mes collègues ignoraient, c'est que j'avais passé mon enfance à développer une capacité presque surnaturelle à lire les gens. Quand on grandit en regardant ses parents immigrés affronter les préjugés tout en bâtissant une entreprise, on apprend à détecter la fausseté avant même que le sourire ne se forme. Cette compétence m'a été précieuse professionnellement, me permettant d'identifier la résistance avant qu'elle ne se transforme en sabotage. 6 mois plus tôt, j'étais entré dans cette même salle pour mon premier jour, accueilli par le président Weiss et présenté à l'équipe de direction. Alton s'était levé avec un sourire calculé, me félicitant pour ma nomination. Nous sommes tous impressionnés par votre parcours, avait-il dit en me serrant la main. Hâte de travailler ensemble. Ce n'est que plus tard que j'ai appris qu'il était le candidat interne au poste. 12 ans passés à gravir les échelons et à nouer des alliances entre bureaux régionaux. Tout le monde s'attendait à ce qu'il soit promu, lui y compris. À la place, le Conseil avait choisi une outsider, moi. Ma première semaine, j'ai organisé des entretiens individuels avec chaque directeur régional. Kendra, des opérations européennes, a parlé ouvertement des problèmes de communication. Liam, d'Amérique latine, a évoqué les processus d'approbation redondants ralentissant la réactivité envers les clients. Chaque échange révélait la même chose, notre entreprise fonctionnait comme 7 sociétés distinctes partageant un même logo.
L'audit de cohérence mondiale que j'ai mené a confirmé que cette fragmentation nous coûtait des millions par an et avait directement provoqué la perte de 3 grands clients. J'ai présenté ma proposition de standardisation à la direction dès la 3e semaine. Alton posa des questions réfléchies, paraissant favorables tout en soulignant subtilement les points de résistance possibles. Ces changements ont du sens du point de vue du siège, observa Teil, mais nos bureaux asiatiques fonctionnent différemment. Leur relation repose sur la tradition et le lien personnel, pas sur des indicateurs d'efficacité. Ces remarques semblaient raisonnables. J'ai ajusté le calendrier d'application, ajoutant des phases de consultation régionale. Alton hocha la tête, satisfait. Bien mieux. Je vous aiderai à naviguer les nuances culturelles. Ce que je ne savais pas encore, c'est que, tout en jouant la coopération, il menait d'autres conversations à huis clos. Je l'ai découvert par hasard, un soir, après une réunion stratégique tardive, j'étais revenu chercher mon carnet oublié et l'ai entendu parler avec 5 responsables régionaux. Il suffit de tenir bon, disait-il. Les nouveaux cadres arrivent toujours avec des plans de transformation ambitieux. La plupart échouent en un an quand ils comprennent la complexité culturelle. Je suis reparti sans être vu, l'esprit reliant soudain des incidents isolés, données retardées en Asie, problèmes techniques en Europe, clients latino-américains soudain inquiets après ces visites. Plutôt que de confronter, j'ai choisi d'observer. Pendant un mois, j'ai documenté un schéma de sabotage subtil, rapport manquant, délai prolongé sous prétexte vague, retour client filtré, les négatifs amplifiés, les positifs étouffés. Puis vint la confirmation. J'avais demandé à Priscilla, ma coordinatrice de projet, d'organiser une visioconférence avec toutes les régions pour répondre aux inquiétudes. J'ai essayé, m'a-t-elle dit, mais Alton a proposé des sessions séparées et les a déjà planifiées pour la semaine prochaine sans vous consulter. Il a dit que vous aviez approuvé le concept. Ce n'était pas vrai. En consultant le calendrier, j'ai vu qu'il s'était programmé pour parler en privé à chaque équipe avant mes réunions officielles, sous l'intitulé « Préparer la discussion sur la standardisation ». J'étais miné de l'intérieur par celui-là même censé être mon plus grand soutien. Les dégâts s'étendaient, des collaborateurs évitaient mes réunions, les échéances dérapaient, le conseil posait des questions. J'étais à un carrefour, le confronter directement ou adopter une autre stratégie. C'est alors que Lana, une jeune analyste récemment transférée du bureau de Singapour, frappa à ma porte après les heures de travail. Tremblante, elle ferma derrière elle. « Je ne devrais pas être ici, murmura-t-elle, mais ce qui se passe est injuste. »« Que se passe-t-il » demandai-je, bien que je le devinasse. « Il y a un effort coordonné pour faire échouer votre initiative. Ceux qui la soutiennent sont écartés, ceux qui la critiquent sont récompensés. Alton promet des postes de direction dans la nouvelle structure une fois que vous serez parti. » Nouvelle structure ? Lana baissa les yeux. Il dit que vous ne tiendrez pas l'année, que le conseil parle déjà de votre remplacement. La révélation ne me surprit pas, mais l'ampleur du sabotage, si. Une véritable campagne de l'ombre traversait mon département. Pourquoi me dire cela, lui demandai-je. Parce que j'ai demandé mon transfert pour travailler sous votre direction, répondit-elle. Votre méthode est exactement ce dont nous avions besoin à Singapour. Maintenant, on me demande de trouver des problèmes dans ce qui fonctionne. Je la remerciai, lui demandai de consigner ses observations et lui promis la confidentialité. Cette nuit-là, à 3 heures du matin, le regard fixé au plafond, j'ai pris ma décision, je ne livrerai pas cette bataille selon les règles d'Alton. Le confronter ne ferait que déclencher les défenses qu'il avait déjà préparées. Au lieu de cela, j'avais besoin de preuves si irréfutables qu'une fois révélées, aucune manipulation ne pourrait les discréditer. Le lendemain matin, je demandai un entretien privé avec le président Weiss. J'ai besoin de vous parler d'un sujet sensible, commençai-je, mais je vous demande de ne rien entreprendre pour l'instant. Écoutez seulement. Je lui exposai la situation, le sabotage systématique d'Alton, la coalition secrète qu'il avait formée, et le faux récit qu'il entretenait sur la prétendue résistance régionale à la standardisation. Des accusations graves, commenta Weiss, le visage impassible. Avez-vous des preuves? Pas assez, avouai-je. Pas encore. C'est pourquoi je ne demande pas d'action, seulement du temps. Il me fixa longuement. 3 mois. Montrez-moi des résultats ou des preuves d'obstruction délibérée. Sinon, je devrais reconsidérer l'initiative de standardisation. Et votre poste? 3 mois pour sauver mon emploi, ma réputation et l'avenir de l'entreprise.
Le compte à rebours était lancé. Je mis au point une stratégie en 3 volets. D'abord, visiter personnellement chaque bureau régional pour observer les opérations sur le terrain. Ensuite, contacter discrètement nos anciens clients afin de connaître les véritables raisons de leur départ. Enfin, créer une piste de mise en œuvre parallèle avec une petite équipe de confiance, documentant tout. Je commençais par les clients perdus. Officiellement, nous avions perdu Brightway, Universal et 5 parce qu'ils avaient trouvé des partenaires mieux adaptés à leurs besoins locaux. Mais leurs directeurs des opérations m'ont révélé une toute autre histoire. Nous sommes partis parce que vos services manquaient de cohérence d'un marché à l'autre, expliqua celle d'Universal lors d'un déjeuner confidentiel. Un bureau traitait les demandes en quelques heures, un autre en plusieurs semaines pour le même dossier. Était-ce une question de sensibilité culturelle? Demandai-je, reprenant l'argument favori d'Alton. Elle éclata de rire. C'est ce que votre équipe répétait sans cesse. Mais nous opérons dans 38 pays. Nous comprenons les différences culturelles. Ce que nous ne comprenions pas, c'est pourquoi votre bureau asiatique imposait cette étape d'approbation supplémentaire que votre bureau européen n'exigeait pas. Ces soi-disant adaptations locales, prétendument nécessaires, cachaient en réalité des arrangements privilégiés, tarifs préférentiels, traitements accélérés, solutions sur mesure. Les bureaux régionaux résistaient à la standardisation parce qu'elle aurait mis en lumière ces pratiques. Le même schéma se répétait chez tous les anciens clients. Ce n'était pas de la flexibilité culturelle, mais du favoritisme sélectif minant notre efficacité. Mes visites sur le terrain confirmèrent l'ampleur du problème. À Singapour, 2 grilles tarifaires distinctes. À Sao Paulo, un circuit parallèle contournant les contrôles. À Minbei, un directeur soudainement hésitant après un appel d'Alton. De retour au siège, j'assemblai une équipe de confiance, Lana de Singapour, Ryan de la comptabilité et Elise de Londres. Ensemble, après les heures de travail, nous compilâmes des données comparatives montrant que les régions standardisées affichaient un taux de rétention client supérieur de 32%. En parallèle, j'évaluais l'influence d'Alton. 5 directeurs lui rapportaient directement, 7 autres étaient séduits par des promesses de promotion, et le reste suivait par peur de l'isolement. Après 2 mois, j'avais des preuves solides, mais il me manquait encore le lien direct entre Alton et le sabotage. L'occasion se présenta lorsque Meridian, notre plus gros client restant, demanda un audit urgent sur les incohérences de service. Alton se proposa aussitôt de coordonner les réponses régionales, ce que j'acceptai, exigeant toutefois les données brutes. Il tenta d'esquiver, mais j'avais déjà obtenu les fichiers originaux auprès du client, révélant de graves dissimulations. Un courriel d'un directeur régional à Tokyo acheva de tout confirmer. Alton y donnait pour consigne de maintenir les arrangements privilégiés tout en simulant la conformité, en attendant un changement de direction. Avec toutes les preuves réunies, je préparais des dossiers complets pour chaque membre du conseil, mais la veille de la réunion, Alton convoqua en urgence toute l'équipe. Zoya présente au conseil à 10 heures, annonça-t-il d'un ton grave. Nous devons montrer notre désaccord. Quand je me lèverai, je vous demande à tous de vous lever avec moi. Les têtes acquiescèrent, certaines avec enthousiasme. Elise me glissa, faut-il prévenir Weiss? Non, répondis-je calmement. Que tout se déroule exactement comme Alton l'a prévu. Le lendemain, avant la présentation, je remis une seule enveloppe scellée à Weiss. Je vous demande de ne l'ouvrir qu'à mon signal. Il hocha la tête. À 10 heures précises, je commençai ma présentation, détaillant les progrès réalisés grâce à la standardisation, les chiffres à l'appui. Le conseil semblait convaincu. Jusqu'à ce qu'Alton se lève. Un à un, tous les membres de mon département se levèrent derrière lui. 23 employés, chaque personne debout, en opposition silencieuse à mon autorité. Leur soulèvement synchronisé dépassait les espérances d'Alton, une représentation visuelle d'un rejet total. Nous n'avons plus confiance en la direction de Zoya, annonça Alton, son discours récité avec une conviction soigneusement répétée. Tandis que les plaintes coordonnées de mon équipe fusaient et que la confusion gagnait les membres du conseil, je restais assise, observant le président Weiss. Son expression passa de la surprise à la préoccupation, puis à quelque chose d'indéchiffrable. Lorsqu'il me demanda enfin si j'avais quelque chose à dire pour ma défense, je me contentai de lui demander d'ouvrir l'enveloppe que je lui avais remise. À mesure qu'il en découvrait le contenu, l'assurance d'Alton se fissura. Pour la première fois depuis que je le connaissais, je vis l'incertitude traverser son visage. Le président durcit ses traits en parcourant les documents. Ce qu'il lisait changeait tout. Je pense, dit Weiss en refermant lentement le dossier, que nous devons poursuivre cette réunion en privé. Tous,
sauf les membres du conseil et le directeur principal Alton, furent invités à sortir. Alors que je me levais pour partir, Weiss ajouta, « Pas vous, Zoya. Vous restez. » La confusion sur le visage d'Alton fut la première émotion sincère que je voyais chez lui depuis 6 mois. La porte de la salle se referma, ne laissant que les 7 membres du conseil, Alton et moi. Un silence pesant s'installa pendant que Weiss disposait méthodiquement les documents de mon enveloppe sur la table. « Alton, dit-il calmement, êtes-vous au courant des écarts de services régionaux du client Meridian ?» Alton se redressa. « Bien sûr. Comme je l'ai expliqué, leurs inquiétudes découlent de l'approche de standardisation de Zoya, qui ignore les réalités locales. » Intéressant, répondit Weiss en lui glissant un document. Parce que, selon le directeur mondial des opérations de Meridian, ils réclament cette standardisation depuis des mois. Leur plainte, c'est que nous avons échoué à offrir un service cohérent malgré nos promesses. Alton cligna des yeux, déstabilisé. Il doit y avoir eu un malentendu. Nos bureaux régionaux ont reçu instruction de résister à la mise en œuvre tout en donnant une apparence de coopération sur vos directives. Weiss l'interrompit en poussant une impression d'email vers lui. Souhaitez-vous expliquer ce message adressé au bureau de Tokyo? Le teint d'Alton se vida en reconnaissant ses propres mots, notre priorité est de préserver l'autonomie régionale jusqu'à un changement de direction. Coopérer en apparence mais assurer un minimum de changement réel. C'est sorti de son contexte. Balbutia-t-il. Peut-être pourrez-vous alors donner le contexte de ceci. Weiss étala plusieurs autres documents, des données comparatives montrant une rétention client supérieure de 32% dans les régions ayant adopté la standardisation, des témoignages d'anciens clients Brightway et Universal affirmant qu'ils étaient partis à cause de l'incohérence des services entre régions, et des preuves d'accords tarifaires privilégiés conclus avec des clients liés aux directions régionales, en violation des politiques internes. Est-ce exact, Alton? Demanda Harriet, membre du conseil. Avez-vous sciemment saboté l'initiative de standardisation approuvée à l'unanimité? Je protégeais des relations clients précieuses. S'exclama-t-il, sa maîtrise s'effritant. Ces processus standardisés peuvent convenir à l'Occident, mais ils détruisent les relations personnelles établies en Asie et en Amérique latine. Alors expliquez ceci, dit Weiss en dévoilant un tableau. Les taux de satisfaction client avant et après la mise en œuvre de la standardisation. Remarquez, une amélioration de 28% dans les régions standardisées. Le regard d'Alton chercha en vain un soutien. Ces chiffres ne reflètent pas tout. Certaines relations ne se mesurent pas en enquête de satisfaction. Comme votre relation avec Tekashi Holdings, intervint un autre membre du conseil en consultant un dossier. Le client bénéficiant d'un traitement prioritaire, en dehors des procédures normales, via ce qu'on appelle ici le canal Alton ou le même client dont le PDG a rédigé votre recommandation pour le poste de directeur des opérations internationales. Le masque d'Alton se fissura. Ses épaules s'affaissèrent. Weiss reprit, vous prétendiez protéger les intérêts régionaux, mais ces documents prouvent que vous défendiez un système de favoritisme profitant à des clients liés à vous et à vos alliés. Les relations sont essentielles dans ces régions. Protesta-t-il faiblement. Pas dans cette entreprise, répondit Weiss. Plus maintenant. Pendant 30 minutes, le conseil examina mes preuves. Chaque défense d'Alton fut démontée par des faits soigneusement compilés. Son coup de force se transforma en exécution professionnelle. Enfin, Weiss se tourna vers moi. Zoya, vous saviez depuis des mois qu'il y avait sabotage. Pourquoi avoir attendu aujourd'hui? Pourquoi avoir permis cette confrontation publique? Tous les regards se posèrent sur moi. Parce que cela n'a jamais été une question entre Alton et moi, répondis-je, mais de l'avenir de notre entreprise. Si j'avais présenté ces preuves plus tôt, elles auraient été perçues comme un conflit personnel, ma parole contre celle d'un directeur respecté avec 12 ans d'ancienneté. Le récit dominant serait resté que j'étais une étrangère imposant des normes inadaptées. Je désignais la porte où mon équipe attendait. Ces 23 personnes croyaient défendre l'entreprise contre un changement nuisible. Elles n'étaient pas malveillantes, elles suivaient un chef en qui elles avaient confiance. En laissant le plan d'Alton se dérouler jusqu'au bout, la vérité est devenue indéniable. Vous saviez qu'il se dresserait contre vous? Demanda Harriet, stupéfaite. Je comptais dessus, répondis-je. Leur action concertée a prouvé qu'il s'agissait d'une campagne organisée, pas d'une résistance isolée. Et maintenant que tout est révélé, la guérison peut commencer. Weiss acquiesça lentement. Que proposez-vous? D'abord,
qu'Alton soit renvoyé pour avoir sapé la stratégie et instauré un système de favoritisme contraire à nos principes. Ensuite, établir des lignes de communication directes avec les bureaux régionaux pour éviter toute déformation. Enfin, m'accorder l'autorité de réorganiser la direction dans les zones les plus récalcitrantes. Après délibération, le Conseil approuva mes propositions à l'unanimité. Nous annoncerons les changements demain, conclut Weiss. Une fois seul, il me regarda avec une nouvelle estime. Votre approche était peu commune, dit-il. La plupart auraient dénoncé la trahison immédiatement, cherchant la loyauté et creusant un fossé interne. Mon but n'était pas de gagner une guerre de pouvoir, mais de créer une organisation mondiale fonctionnelle. Vous avez accepté d'être publiquement humilié pour votre stratégie, observa Theil. Une humiliation passagère n'a aucune importance face à un impact durable, répondis-je. Je l'ai appris de mes parents. Quand des clients tenaient des propos racistes dans leur épicerie, mon père ne répondait pas par la colère, il se concentrait sur la qualité de son travail. À la fin, ces mêmes clients devinrent ses plus fidèles défenseurs. Weiss hocha la tête. Le conseil a fait le bon choix en vous recrutant. Le lendemain matin, j'arrivai tôt, le bureau d'Alton était déjà vide, ses affaires personnelles disparues. Le président Weiss l'avait appelé la veille au soir pour lui demander sa démission, avec effet immédiat. À 9 h, Weiss réunit tout le département des opérations. L'équipe qui s'était dressée contre moi la veille était maintenant assise, mal à l'aise, évitant mon regard. Les événements d'hier furent regrettables, mais éclairants, commença Weiss. Après examen de preuves substantielles, le conseil d'administration a réaffirmé à l'unanimité son engagement envers la standardisation mondiale sous la direction de Zoya. Un silence stupéfait suivit, rompu seulement par le froissement nerveux des chaises. À compter de maintenant, tous les bureaux régionaux rendront compte directement aux opérations internationales. Le directeur principal, Alton, ne fait plus partie de l'entreprise. L'annonce provoqua une onde de choc dans la salle. Zoya, poursuivit Weiss, souhaitez-vous vous adresser à l'équipe ? Je me levai, faisant face aux mêmes personnes qui avaient tenté de détruire ma carrière 24 heures plus tôt. Hier, beaucoup d'entre vous ont agi selon ce qu'ils croyaient juste pour l'entreprise, commençai-je. Je respecte la conviction, même lorsqu'elle est mal orientée. Vous n'aviez pas reçu les bonnes informations sur l'importance de la standardisation ni sur la façon dont elle améliore les résultats pour les clients. Je projetais les données comparatives sur la rétention des clients. Voici pourquoi nous standardisons, non pas pour imposer des approches occidentales, mais pour offrir une excellence constante partout. La flexibilité régionale que certains défendaient n'était en réalité qu'une incohérence qui faisait fuir nos plus grands clients. Je marquai une pause, balayant la salle du regard. À partir d'aujourd'hui, nous reconstruirons, non pas en équipes régionales distinctes, mais en une seule équipe mondiale. Ceux qui souhaitent soutenir cette vision ont leur place ici. Ceux qui ne le peuvent pas devraient se demander si cette entreprise leur correspond encore. Au cours des semaines suivantes, 3 directeurs régionaux démissionnèrent. Les autres, ayant constaté eux-mêmes les preuves et les retours clients, devinrent des défenseurs de la standardisation. En 6 mois, Brightway revint comme client. Universal suivit 3 mois plus tard. Lors de la réunion trimestrielle du Conseil, 1 an après la rébellion, notre transformation fut mise en lumière, satisfaction client en hausse de 40%, revenus mondiaux augmentés de 28% et coûts opérationnels réduits de 17% grâce à l'élimination des redondances. En concluant ma présentation, j'aperçus Lana, désormais promue directrice de la mise en œuvre régionale, souriant au fond de la salle. Elle avait été la première à tout risquer en me disant la vérité. À présent, elle dirigeait l'équipe, veillant à ce que la standardisation crée une réelle valeur sur chaque marché. La meilleure revanche n'était pas de détruire Alton ni d'humilier ceux qui s'étaient opposés à moi, mais de bâtir l'opération mondiale cohérente qu'ils jugeaient impossible, et de prouver que la standardisation ne détruisait pas les relations régionales, elle les renforçait en garantissant à chaque client notre meilleur, quel que soit l'endroit ou les connexions. Parfois, le vrai leadership ne consiste pas à gagner un débat, mais à changer la conversation tout entière. Si cette histoire de revanche d'entreprise vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager avec vos amis qui apprécient la stratégie plus que le drame. Et si vous voulez découvrir d'autres récits de femmes professionnelles qui triomphent par l'intelligence plutôt que par le bruit, abonnez-vous à cette chaîne, vous ne verrez plus jamais la politique de bureau de la même façon. Commentez ci-dessous un moment où vous avez dû jouer sur le long terme pour surmonter les obstacles au travail. Merci de votre écoute.